C'est depuis 1990 que l'OIPC, Organisation internationale de la protection civile, a décrété le 1er mars comme journée mondiale de la protection civile. L'objectif de cette journée étant d'accompagner les États dans la mise en place et l'élaboration des mesures et politiques destinées à assurer la protection des personnes et de leurs biens contre toutes sortes de catastrophes naturelles. C'est surtout une journée destinée à rendre hommage à ces millions de bénévoles à travers le monde qui chaque jour s'engagent sur le terrain et au plus près des populations afin de leur porter assistance dans différentes situations de crise et catastrophes auxquelles elles sont confrontées dans leurs différentes localités. Parlant de ces catastrophes, l'on peut citer les plus fréquentes que sont les inondations, les tempêtes, les tremblements de terre, les glissements de terrain, les incendies et autres. Ainsi, pour l'OIPC, la date du 1er mars se veut une aubaine pour non seulement attirer l'attention du grand public sur son rôle majeur dans la vie quotidienne des populations, mais également le lieu de sensibiliser les populations sur les mesures à adopter en cas de catastrophe naturelle. De ce fait, plus d'1 million de personnes bénévoles sont formées chaque année avec pour mission d'aider au travers des actions solidaires et sociales auprès des plus démunis et pour le soutien humanitaire, ceci par la mise en place de dispositifs de secours et par le renforcement des services publics de secours au niveau de chaque État. L'une des actions de ces derniers a été remarquable au cours de cette pandémie de la Covid-19 où la protection civile a particulièrement été mobilisée au travers des actions de bénévoles, des autorités sanitaires et des services de l'État qui ont mené de nombreuses missions telles que les sensibilisations aux gestes barrières, les distributions de masques, les dépistages, la vaccination et autres. Au Togo, plusieurs actions ont été menées ces dernières années, surtout en faveur du développement du volontariat dans la protection civile. La mise en place surtout d'organisations telles que la Coordination nationale d'assistance aux réfugiés et déplacés, CNAR, ainsi que l'Agence nationale de la protection civile, ANPC, se veulent des preuves palpables du crédit qu'accorde le gouvernement à la protection des populations et à la gestion des catastrophes. Le pays s'est même doté depuis août 2016 d'une loi portant statut de réfugié au Togo et d'une commission de recours. Des gestes forts qui viennent s'aligner dans le même contexte que le thème retenu à l'occasion de cette édition 2022 de la Journée mondiale de la protection civile, à savoir protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et lutte contre les pandémies. Un thème au vu duquel le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Yark Damham, lors de son message à l'occasion de cette journée, a invité à reconnaître la valeur ajoutée des actions des volontaires, premiers acteurs de secours, à les impliquer davantage dans la prévention des causes sous-jacentes des déplacements des personnes et à renforcer leurs capacités en matière de prise en charge des personnes déplacées, internes et des réfugiés. Elles touchent environ 30 millions de personnes en Europe et ont des effets néfastes sur la vie des malades. Elles, ce sont des maladies rares. Selon l'Alliance Aurore 10, chaque semaine, 5 nouvelles maladies rares sont découvertes et 80% de ces pathologies sont d'origine génétique. D'après la même source, moins d'une personne sur 2000, soit 0,2%, est concernée par ces maladies. Des maladies banalisées et négligées qui continuent pourtant de faire des victimes. C'est dans le souci de faire face à ces pathologies que la communauté internationale a décidé d'instituer le 28 février, Journée mondiale des maladies rares. Cette journée se célèbre une fois tous les 4 ans. L'objectif est de sensibiliser le public à une prise de conscience vis-à-vis de l'existence de ces maladies, renforcer la collaboration des acteurs en matière de lutte, tout en initiant des programmes et des projets allant dans le sens de l'éradication de ces maladies. C'est également l'occasion de mener des actions de plaidoyer pour financer les recherches en matière de lutte contre ces maladies rares. Le thème de l'édition 2022 est « Rendre visible l'invisible ». Ce thème encourage les institutions publiques, privées, les ONG et les associations à poursuivre la bataille dans la lutte contre les maladies rares. Initialement prévu du 2 au 4 mai, l'examen du certificat d'études du premier degré CEPD est reporté du 30 mai au 1er juin. C'est une décision du ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Ce réaménagement, qui intervient à quelques mois des examens, s'avère indispensable et important pour les autorités éducatives. Certains responsables d'établissements ont salué cette décision du ministre. Selon eux, ce réaménagement va leur permettre d'achever les programmes et passer à l'étape des révisions.
Nous avons appris que le gouvernement a poussé la date de CPD au 30 mai, 31 et 1er juin. Vraiment, nous sommes trop contents d'entendre vraiment cette décision ministérielle. Alors, ça nous permettra de terminer le programme et entamer les révisions. S'il faut aller à l'examen le 2, 3, 4 mai, là, franchement, on ne savait pas si on peut terminer le programme à bon escient. Donc, Dieu aidant, par après, le ministre a revu les dates. Donc, nous avons vu que ces dates sont plus indiquées pour pouvoir terminer le programme avant l'examen du CPD. Donc, ça, vraiment, ça nous contente. Et aussi, les enseignants sont en train à pied d'œuvre pour pouvoir finir le programme et permettre aux enfants de faire des révisions, permettre aux enfants d'être à la page avant le jour J. Les dates des examens du BEPC, du bac 1, du bac 2, du BTS et du CFA restent inchangées. Mais à chaque niveau, l'on s'active pour respecter et finir les programmes selon le découpage de l'année scolaire. Nous sommes déjà donc, au deuxième trimestre de l'année en cours. Nous venons de passer donc un trimestre et que donc déjà à l'orée de ces examens qui s'annoncent déjà, nous sommes déjà convaincus et rassurés des programmes qui avancent bon train. Et puisque nous, ici à notre niveau, nous sommes assignés comme tâche et obligation de faire effort donc de finir les programmes mi-mars afin de permettre donc aux collègues enseignants et aux élèves de faire les révisions pour préparer les examens qui arrivent bientôt. Nous avons une programmation annuelle que nous respections et nous sommes dit que d'ici fin mars, il faudrait que tous les enseignants finissent leur programme. Ça nous permet maintenant de travailler sérieusement avec les enfants, les classes d'examen. Ça va faire en sorte que les résultats à la fin seront meilleurs. Aux enseignants qui sont au CM2, on leur dit de mettre le paquet, faire tout pour pouvoir permettre aux enfants de voir l'essentiel du programme, pour ne pas dire terminer le programme avant le jour J. Et lorsqu'ils auront terminé, ils vont reprendre les notions, rôder les enfants et les évaluer de temps en temps pour pouvoir leur permettre d'être au pas avant le jour de l'examen. Le vœu le plus cher est que les programmes établis puissent être achevés afin de permettre aux enseignants de bien préparer les examens à leurs élèves. Tout ceci permettra d'avoir de bons résultats à la fin de l'année. Le guide touristique, c'est déjà cette personne-là qui dédie un peu son temps pour connaître déjà son environnement, parce que je ne vais pas dire son pays forcément, parce qu'il y aura peut-être des étrangers qui connaissent mieux un pays que les autochtones et qui pourra faire découvrir la beauté de ce pays à d'autres personnes. C'est un professionnel qui accompagne les touristes lors de visites guidées sur des sites présentant un intérêt historique et culturel comme les musées, les villes d'art et d'histoire, les fouilles archéologiques et autres. Le guide touristique illustre ou mieux expose la valeur historique et artistique ainsi que les caractéristiques des monuments et lieux visités en fournissant les informations les plus importantes et les plus intéressantes. Un métier noble qui demande alors formation, préparation et organisation. Il faut savoir parler aux gens, être sociable, parce que même si un endroit n'est pas spécial, c'est à toi de le rendre spécial. Pour que les gens se disent « Ah tiens, j'ai visité un coin, c'est vraiment spécial. Je suis très heureux d'être parti voir. » Il faut avoir une connaissance des lieux. Il faut aussi comprendre 2-3 langues de son environnement, quoi. Pas seulement le français et l'anglais. Quoique c'est très important, mais les langues locales aussi. Voilà. Comme ça, la communication entre les touristes et les autochtones aussi est facile. Quand je dis qu'il faut avoir le verbe facile, il faut forcément suivre une formation. Pour connaître les endroits, les histoires et tout, il faut vraiment faire des recherches
C'est aussi une formation. Tu te formes sur l'histoire du lieu. Si tu ne comprenais pas Kabylie, par exemple, tu peux aussi apprendre un peu. Donc, c'est des sortes de formations qui sont au-delà du cadre pédagogique. Du tourisme de recherche au tourisme de loisirs, le guide a un rôle important. Adapter la visite aux intérêts des touristes. Mais bien plus que cela, le guide promeut la richesse culturelle du pays. Avec l'avènement de la crise sanitaire liée au Covid-19, les guides touristiques ont vu leur métier tourner au ralenti. C'est devenu très compliqué parce que j'étais à Nati Tengu quand c'est arrivé, quand ça a commencé. J'avais 7 ou 8 clients que les ambassades m'ont appelé. Ramène-nous nos ressortissants. Et ça m'a fait vraiment perdre beaucoup d'argent parce que j'avais fait des réservations. On était là juste 2 jours, on devrait être là pour 1 mois à peu près. J'ai fait des réservations et les hôtels n'ont pas voulu me retourner l'argent parce que bon, eux aussi ils veulent pas faire faillite et tout. Donc du coup, ça m'a vraiment saqué. Tous les autres guides te diront la même chose. Il faut noter que la filière touristique au Togo, qui a été sévèrement impactée par la pandémie de Covid-19, a connu une baisse de plus de 64% de recettes. Plusieurs démarches sont entreprises par les autorités en charge du secteur en vue de sa relance. Une relance qui passe aussi par l'organisation et l'inclusion des guides touristiques.